Je vais vous lire des extraits de mon roman à partir de la page 21, Ballade d'éperdus, apparaître le 9 avril prochain aux éditions Méo. L'histoire se passe dans une ville en ruine qui est une prison à ciel ouvert. On marche. Tout le monde marche dans le même sens. On fuit. On est bien obligé de fuir. On ne peut plus vivre ici. On marche vers le sud. La route grave de sa herse son texte sous les pieds. Peur, exode, humiliation. Peur de mourir. Peur d'avoir la main arrachée par une bombe. Un homme, grand, brun, vêtu d'un pull bicolore rouge sur les épaules, violine sous la poitrine, tient son petit garçon par la main, dans l'autre, un grand sac plastique bleu. On marche devant eux, on marche derrière eux. Regardez, tout le monde est en train de partir, ça tire de partout. Gaza est tombé, Gaza est tombé. On marche vers le sud, on suit l'homme au drapeau blanc. Il a exhorté les gens, expliqué le parcours d'une voix posée de façon à ce que tout le monde comprenne bien. On va tous se donner la main et avec le drapeau blanc, on va avancer. On ira d'abord à l'hôpital Al-Shifa et depuis Al-Shifa, on ira à l'hôpital Al-Yarmouk. Depuis l'hôpital Al-Yarmouk, on ira jusqu'au checkpoint et là, depuis le checkpoint, on pourra aller vers le sud. On marche dans la ville en ruine. On entend des tirs, on entend des cris. Des fils électriques pendent dans le ciel bleu. On a été encerclés toute la nuit. Ça bombardait autour, ça bombardait partout, pour tout le monde. Tu longes un mur couvert de tags colorés. Tu entends des lamentations. Tu presses le pas. Sur le trottoir, un corps, allongé, mort. Celui d'un jeune homme, frêle, habillé de gris, victime d'un tir. C'est le fils de ton voisin. À côté du mort, le père, accroupi. Il a les cheveux gris. Il porte un sweat bleu ciel avec 2 fines rayures rouges et blanches. Il pleure. Il parle et se lamente d'une voix forte. Dos contre le mur, une main posée à terre sur la bandoulière de son sac en cuir qu'il soulève brusquement et balance sur son épaule sans cesser sa litanie comme pour flageller sa douleur. Il soulève son drapeau blanc. Tu t'agenouilles près du corps, poses la main sur la tête. Tu murmures son prénom, Youssef, Youssef. Et puis on te tire par le bras. Tu te relèves. Il faut bien reprendre la route, suivre l'homme au drapeau blanc. On marche, sa vie. La vie qui marche a la forme d'une marcheuse plus réelle que la vie. Une femme en robe grise danse devant la mer. Elle a la forme d'une danseuse. Sur une table de restaurant, une mouette grise mange une omelette dans une assiette. Le ciel est gris sur les blocs de béton. Les blocs de béton du ciel tombent dans l'assiette vide de la mouette. L'histoire se passe dans une ville en ruine sans ciel. On fuit. Walid, regarde, on est arrivé. Walid, on arrive. C'est l'hôpital, l'hôpital. Maman, on arrive, viens vite. Des voitures grises, beaucoup de voitures, beaucoup de monde qui marche, enfin dans des sens différents, presque librement. Dans les bras de son papa, Walid a le rire d'un bébé qu'on chatouille. L'hôpital, on y est. Jamais ce mot n'a été si joyeux. Un homme, dans une tenue bleu ciel de personnel soignant, marche au milieu d'un cercle de lumière dessiné par le soleil, projecteur poursuite improvisé sur la scène d'un théâtre, focalisé sur l'acteur soignant qui marche. Ici, on ne marche pas vers le sud. Ici, on marche ici, près de l'hôpital. Et Walid a le rire d'un bébé. On quitte la route principale. On bifurque à gauche sur un chemin de terre qui semble mener quelque part. L'histoire se passe dans une ville en ruine qui est une forêt sans ciel, dont les arbres sans fin au tronc si haut, si lisse, sont les barreaux géants d'une machine à broyer et faire disparaître l'humain. Il n'y a pas d'odeur dans la forêt. L'histoire se passe dans la forêt de Botticelli.
Le tableau de Botticelli raconte une histoire du Decameron de Boccace. Entre des troncs d'arbres rectilignes comme des barreaux de prison à ciel ouvert, une femme nue est poursuivie par un cavalier et ses chiens. Elle fuit. Elle est debout, vivante. Elle est allongée, morte. Les scènes successives sont peintes simultanément. Le dépeçage au premier plan, la femme allongée sur le ventre, le dos ouvert en deux, et la poursuite à l'arrière-plan. La femme est déjà morte au moment de vivre. Son supplice est sans fin. Le cavalier se saisit de son cœur pour le donner à ses chiens, le noir, le blanc. Une fois éviscérée, la femme se relève et la poursuite recommence. Elle a refusé les avances d'un cavalier qui la poursuit sans relâche. Non loin de là, des biches s'abreuvent, mâchonnent une feuille en levant les yeux. « Oh, regarde les chiens, Habibi, tu vois les deux petits chiens? Le noir, le blanc, tu as vu ?» Walid écarquille les yeux. « Des chiens. Bonjour, petit chien. » Il lâche la main de son papa et court vers les chiens. Un tir retentit. Il tressaille et revient en courant. « Papa, papa, j'ai faim. »« Oui, Habibi, on va manger. Dans 1 heure ou 2, on mangera. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux manger ?» Ses yeux pétillent. « Une pizza. Non, une omelette. Une omelette. » Mélanie avait reçu l'appel un matin à 9 heures. Elle était prise pour la toute première saison de Rendez-vous dans le noir. Choisie, retenue, élue. Elle avait sauté de joie en répétant plusieurs fois « C'est pas vrai, c'est pas vrai ». Puis avait été saisie d'une forte nausée au point qu'elle avait dû s'allonger sur le ventre. Elle avait ensuite téléphoné à sa mère, laquelle avait d'abord cru qu'elle affabulait avant de conclure « Tu ne vas quand même pas te mettre des idées dans la tête ». Un peu plus tard, Mélanie avait dû remplir une demande de congé sans solde, le tournage ayant lieu en plein milieu de la semaine. Le moment n'était pas idéal, mais la directrice avait accepté. Le jour venu, un assistant candidat avait conduit Mélanie en voiture jusqu'à la ville de Chambourcy, où se trouvait la maison louée par la production. On trouve encore sur Wikipédia la présentation du programme. Rendez-vous dans le noir est une émission de télévision française diffusée sur TF1 du 16 avril 2010 au 11 avril 2014. 3 saisons. Le principe de l'émission y est succinctement décrit. Trouveront-ils l'amour ? 3 femmes et 3 hommes célibataires sont réunis dans une grande villa, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. La seule pièce commune est une chambre noire équipée de caméras infrarouges dans laquelle ils sont convoqués pour apprendre à se connaître dans l'obscurité totale. Ils choisissent alors un partenaire qu'ils vont retrouver en tête-à-tête dans la chambre noire. À la fin de l'émission, ils découvrent à la lumière la partenaire choisi et doivent alors décider s'ils veulent aller plus loin. Après des audiences décevantes, l'émission est remplacée par « Qui veut épouser mon fils ?» Des 3 filles, Mélanie arriva la première. Dans l'armoire, une étiquette avec son prénom délimitait son territoire. Elle installa ses affaires dans la partie qui lui était réservée. Elle avait emporté ce qu'elle avait de plus voyant, avertie néanmoins que la production pouvait leur proposer des vêtements adaptés à son style et à sa personnalité si elle le jugeait nécessaire. Un autre assistant candidat passa une tête pour savoir si elle avait besoin de rien, ce à quoi elle répondit par la négative
bien qu'étant affamée, terrorisée et frigorifiée. Le régisseur avait oublié de brancher le radiateur électrique dans la chambre. Il l'invita à rejoindre le salon car les deux autres candidates n'allaient pas tarder à arriver. Elle devait maintenant rencontrer ses rivales. Leur réaction serait bien entendu filmée lorsqu'elles se découvriraient mutuellement. Assise sur le vaste canapé recouvert d'un tissu rose, Mélanie eut une pensée pour Loana. Mais cette fois, c'était elle, Mélanie Clos, qui était face à la caméra du bon côté de l'écran. Elle, qui était au milieu du cadre. Elle, qui serait bientôt vue par des millions de téléspectateurs reconnus dans la rue, poursuivis, adulés. Une vague d'émotion la submergea, et pendant quelques secondes, elle se vit sortir d'une voiture luxueuse, submergée par une marée de fans brandissant des carnets ou des photos pour obtenir un autographe. Elle pouvait ressentir physiquement cet assaut d'amour et d'admiration, et la joie qu'il lui procurerait un état de grâce, une béance ancienne, enfin comblée. Mais très vite, consciente que la rêverie allait trop loin et qu'elle commençait à libérer dans son cerveau une molécule puissante, addictive, Mélanie balaya cette vision. Par la baie vitrée, elle aperçut une jeune femme blonde qui s'avançait vers la porte en traînant derrière elle une grosse valise. Pendant quelques secondes, elle ne put détacher son regard de ses jambes. Des jambes immenses, fines et mates, augmentées par des talons aiguilles d'au moins 10 centimètres. Elle sentit son sang quitter son visage et refluer vers ses pieds. La concurrence s'annonçait rude. Savane entra dans la pièce et lui lança un bonjour dont la tonalité révélait l'arrogance et cette conscience qu'elle avait d'incarner le fantasme masculin, une supériorité sensuelle, érotique, que peu de femmes pouvaient égaler. Elle portait un bustier léopard et une mini-jupe en cuir noir, pour ne pas dire une ceinture, songea Mélanie. Elle peinait à dissimuler son angoisse et serra les poings. Elle avait cessé de se ronger les ongles quelques années plus tôt, mais parfois l'envie revenait avec l'autorité de la compulsion. Elles s'embrassèrent et, sous l'œil avide des caméras, échangèrent des banalités. La télé-réalité avait depuis longtemps renoncé au principe du direct, qui manquait cruellement de tension dramatique. Toutefois, l'une et l'autre savaient que chacune de leurs paroles, chacun de leurs gestes, pouvait être retenu au montage. Puis, la troisième candidate arriva, aussi brune que Savane était blonde et tout aussi vulgaire, pensa Mélanie, néanmoins fascinée par sa coiffure, de longs cheveux couleur d'ébène, raides et brillants. Et son short en jean, dont le tissu effiloché ne dissimulait pas tout à fait le bas des fesses. Elle était belle, elle aussi de cette beauté hautement attractive, sexuelle, que Mélanie n'atteindrait jamais. Plus que tout, elle enviait ce pouvoir de captation.